Mon oncle riche m'a recueilli quand mes parents m'ont abandonné à 13 ans. 15 ans plus tard, ils sont arrivés à la lecture de son testament, s'attendant à des millions, jusqu'à ce que la vocalise une ligne qui a fait se retourner brusquement toutes les têtes dans la pièce. Mon nom est Elma Araramuntin, et l'année où tout s'est scindé en deux. Avant et après mes 13 ans. Si vous me demandiez d'entourer la seconde exacte où ma famille a décidé que j'étais une figurante dans ma propre vie, ce ne serait pas une prise de conscience lente. Ce serait un post-it sur le frigo. Reste chez une amie. De retour dans une semaine. Je t'aime. Pas de nom, pas de plan. Juste l'écriture en boucle de ma mère, comme un haussement d'épaule. Ils sont partis pour la Floride le matin de mon anniversaire. Ma sœur aînée, Jasmine Muntin, a publié une photo avec une valise rose et une légende sur le temps en famille. Et ma sœur cadette, Lily Muntin, a ajouté une série d'émojis de palmiers. Je me suis assise sur le porche, mon sac à dos sur les genoux, parce que je pensais que le mot était peut-être la première étape, et que la deuxième étape serait quelqu'un qui viendrait me chercher. Une tante, un voisin, un miracle. Personne n'est venu. Les lampadaires se sont allumés. Un chien m'a aboyé dessus, comme si j'étais une intruse sur mes propres marches. J'ai réchauffé au micro-ondes un burrito que je ne voulais pas vraiment, et je l'ai mangé au comptoir, en faisant semblant que le bourdonnement de l'appareil était une conversation. Au deuxième jour, j'ai commencé à me dire que c'était une erreur. Au quatrième jour, une pensée que je détestais s'est insinuée. Peut-être que ce n'était pas une erreur du tout. Être la fille du milieu, ça m'avait toujours donné l'impression d'être le tampon entre une vedette et un rappel. Jasmine avait les certificats encadrés et les lettres de l'équipe universitaire. Lily avait les récitals, l'appareil dentaire, et les fêtes à thème avec des ballons assortis aux cupcakes. Moi, j'étais la responsable, ce qui, en langage adulte, signifie invisible. Mais me laisser derrière intentionnellement, c'était un nouveau genre de silence. Le 6e jour, j'ai quitté la bibliothèque avec une pile de livres, comme une armure. La chaleur de l'après-midi avait ce genre d'éclat qui vous fait plisser les yeux devant votre propre ombre. C'est alors qu'une voiture noire et élégante a roulé lentement le long du trottoir, la vitre descendant comme une scène qui n'appartient pas à votre vie. Elma. La voix était surprise et familière. Oncle Richard, le riche, celui qui avait cessé de venir aux fêtes de famille quelque temps avant que j'apprenne les divisions longues. Selon ma mère, il était trop arrogant pour les réunions de famille, ce qui, je le sais maintenant, se traduit par « il avait des limites ». Il a regardé mon sac à dos, mes cheveux plaqués de sueur, le sourire prudent que je portais comme un protège-dents. « Pourquoi rentres-tu seul à pied ? Où sont tes parents ? » « En Floride, ai-je dit. » Le mot semblait ridicule, suspendu dans l'air. La Floride. Comme dire qu'ils étaient allés sur Mars, et que vous, apparemment, étiez resté ici. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, qui, j'en suis presque sûr, n'était pas un compliment, puis il a dit « monte. Tu ne vas pas marcher. » Mon cerveau a murmuré toutes les règles des assemblées scolaires sur les étrangers. Mon estomac, qui avait survécu à 3 nuits de ramen et une de poussière de céréales, a rétorqué avec une règle plus forte, la faim est aussi une sorte d'urgence. La voiture sentait le cuir et quelque chose de propre. Pas d'agrumes, pas de parfum, juste l'idée du neuf. Il m'a emmené dans un dîner avec des banquettes en vinyle craquelé et des tartes sous cloche. Quand le burger et le milkshake sont arrivés, je les ai regardés comme s'ils pouvaient s'évaporer si je clignais des yeux. Il ne m'a pas pressé. Il m'a regardé manger, puis m'a posé des questions que personne ne m'avait posées depuis des mois, sur l'école, les amis, ce que j'aimais. J'ai dit, l'histoire, mais surtout les parties que les gens se trompent. Il a souri un peu, comme s'il avait appris quelque chose d'important sur moi. Quand il m'a ramené dans mon quartier, il ne s'est pas garé. Il s'est arrêté au ralenti près du trottoir et a dit « Fais un sac ». Je l'ai dévisagé. Quoi ? Tu ne vas pas dormir sur un canapé, dans une maison vide, pendant que tes parents comparent les prix des chapeaux de soleil. Fais un sac, Elma. Il y a des moments qui donnent l'impression que le monde a des charnières que tu ne connaissais pas, la porte s'est ouverte. Sa maison était une autre planète. Le lit de la chambre d'amis semblait généreux, comme s'il s'attendait à ce que je sois à l'aise. Je me suis perché sur le bord, car j'avais peur de faire un pli. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte et a haussé un sourcil. Tu prévois de dormir assise comme une statue ? Je ne veux pas salir vos draps, ai-je murmuré. Il se lave.
Sa bouche a esquissé un demi-sourire qui n'était pas méchant. Les choses sont faites pour être utilisées, pas pour être craintes. Le matin, il a versé du jus d'orange dans un vrai verre. À la maison, nous buvions dans des gobelets de carnaval délavés, qui sentaient légèrement le plastique et l'été dernier. J'ai tenu le verre avec précaution, comme pour un test. Il a dit, c'est du jus, pas un contrat. Bois. À l'école, quand un professeur a demandé qui serait mon tuteur pour la réunion de la semaine, il n'a pas hésité. C'est moi. La façon calme dont il l'a dit a desserré mes côtes, comme si quelqu'un avait doucement ouvert une fenêtre. Je ne savais pas comment recevoir la gentillesse. Quand il m'a acheté 2 jeans et un pull, j'ai caché les étiquettes dans un tiroir, parce que je supposais qu'il voudrait les retourner plus tard. Quand il m'a donné de l'argent pour le déjeuner, je l'ai accumulé et j'ai mangé des crackers, parce que l'argent me semblait être une pièce de musée que je n'étais pas censé toucher. Il lui a fallu exactement 12 jours pour me surprendre dans la cuisine, à minuit, en train de manger des céréales sèches directement de la boîte. Pourquoi ? A-t-il dit depuis le seuil. Tu auditionnes pour le rôle du raton laveur ? Je ne veux pas trop prendre. Il a ouvert le frigo, a mis des restes de pâtes dans un bol, les a réchauffés au micro-ondes, et me les a tendus. Nouvelle règle. Si c'est dans cette maison, ça appartient aux gens de cette maison. Ça t'inclut. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de ne pas pleurer dans mes spaghettis. Les larmes me semblaient un luxe. Je ne voulais pas lui devoir plus. J'ai attendu que mes parents débarquent en trombe sur son allée, qu'ils martèlent la porte, qu'ils exigent que je rentre à la maison comme un bien de bibliothèque en retard. Les jours se sont transformés en semaines. Pas de coups à la porte, pas d'appel. Jasmine a posté des photos de plage avec des légendes sur les sœurs pour toujours, et Lily berçait des coquillages comme des trésors. Mon nom n'apparaissait sous aucune d'entre elles. Oncle Richard m'a emmené à une réunion scolaire et a assisté à la conférence sur une chaise pliante inconfortable, où la conseillère a utilisé des phrases comme « potentiel silencieux » et « sous-engagé ». Il n'a pas argumenté. Il a noté des dates, puis il m'a acheté un bureau pour que mes devoirs ne vivent plus par terre. Il a programmé un examen de la vue dont je ne réalisais pas que j'avais besoin. Il a pris des rendez-vous. Dentiste, médecin, coiffeur. Pas une seule fois il n'a dit « tu me dois quelque chose ». Il appelait ça de l'entretien, comme si j'étais une personne qui valait la peine d'être entretenue. J'avais encore 13 ans, alors j'ai testé les limites. Un samedi, je suis resté trop tard chez des amis et je n'ai pas envoyé de SMS, parce que je ne connaissais pas les règles. Quand je suis rentré à pas de loup à minuit, je me suis préparé au genre de colère que je connaissais. Il m'a tendu un sandwich. Heureux que tu sois en vie, a-t-il dit. Envoie un SMS la prochaine fois. Sinon, je supposerai que tu es dans un fossé et j'achèterai une pelle. Son calme était plus effrayant que des cris. Ça ressemblait à de l'attention, avec des limites. Ce n'était pas que des leçons et des courses. Parfois, il m'emmenait à son bureau et me disait de regarder comment les gens se parlaient. La moitié du succès, c'est le ton et la poignée de main, a-t-il murmuré une fois en serrant la main d'un homme. Le reste, c'est d'être présent quand tout le monde invente des excuses. Il l'a dit comme une blague. Ça ressemblait à un plan directeur. Les premières vacances dans sa maison, je m'attendais à une carte cadeau polie et à une place dans un coin. Au lieu de cela, il m'a tendu un journal en cuir avec mes initiales estampées en petites lettres dorées. Écris ce que tu remarques, a-t-il dit. Même les trucs stupides. Surtout les trucs stupides. J'ai passé mes doigts sur le grain, comme s'ils pouvaient mordre. J'ai dit merci, mais les mots étaient maladroits dans ma bouche. Je n'étais pas habitué à posséder quelque chose qui ne serait pas repris. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec une photo de groupe. Mes parents, Jasmine et Lily, en pyjama assortis devant un arbre qui semblait loué, avec la légende « Tradition des Mountains ». Pas d'identification, pas de SMS, pas de « tu nous manques ». J'ai fixé la photo jusqu'à ce que ma vision se brouille. Puis j'ai baissé les yeux sur le journal sur mes genoux et je l'ai ouvert à la première page. J'ai écrit « Les choses dans cette maison sont faites pour être utilisées, pas pour être craintes ». J'ai écrit « Si c'est dans cette maison, ça appartient aux gens de cette maison ». J'ai écrit « Je suis dans cette maison ». Les mots semblaient trop audacieux, comme si je les avais volés. Mais quand j'ai fermé la couverture et retracé mes initiales, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'agiter sous mes côtes. Pas la sécurité, pas encore, mais son contour, esquissé au crayon.
Je ne le savais pas alors, mais cette banquette de dîner et ce journal étaient les charnières sur lesquelles toute la porte allait pivoter. Des années plus tard, dans une pièce qui sentirait le cuir et la loi, ces pages deviendraient une colonne vertébrale sur laquelle je pourrais me tenir, pendant que d'autres se précipiteraient pour le scénario. Mais pour l'instant, j'avais juste 13 ans, blotti dans des draps propres qui ne bruissaient pas quand je bougeais, apprenant la première leçon impossible. Je n'étais pas jetable. J'avais été mal classé. Et quelqu'un avait enfin tiré la languette avec mon nom dessus, et m'avait mise à la bonne place. Au moment où j'ai eu 14 ans, oncle Richard avait décidé 2 choses à mon sujet. Premièrement, j'avais une posture terrible. Deuxièmement, j'avais du potentiel, enfoui quelque part sous cet affaissement. Il me tapotait les épaules chaque fois que je me penchais sur mes devoirs. Tiens-toi droite, Elma. Tu n'es pas un point d'interrogation. Les gens te croient plus quand tu as l'air de te croire toi-même. Cela semblait stupide au début, mais après un certain temps, j'ai commencé à me surprendre en pleine courbure, à redresser ma colonne vertébrale, à faire semblant d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à un semblant. À l'école, le changement n'est pas passé inaperçu. Les professeurs ont commencé à m'interroger davantage. J'ai commencé à lever la main, j'ai même rejoint le club de débat après qu'oncle Richard m'ait soudoyé avec une pizza. Lors de ma première rencontre de débat, ma voix s'est cassée comme un microphone mourant. Mais j'ai quand même gagné l'argument sur la supériorité des chats comme animaux de compagnie. Lorsque le juge l'a annoncé, j'ai surpris le sourire d'oncle Richard au dernier rang, celui qui disait « Tu vois, je te l'avais dit ». À la maison, il n'était pas seulement un tuteur. Il était une tempête silencieuse de leçons déguisées en vie quotidienne. Il ne faisait jamais de longs discours sur l'ambition ou la gratitude. Il les vivait, tout simplement. Quand j'ai demandé un nouveau téléphone, il a dit « Cool. Combien as-tu économisé ?» J'ai cligné des yeux. Rien. Alors tu l'apprécieras 2 fois plus quand tu l'auras mérité. Alors, j'ai eu mon premier petit boulot, à emballer les courses. Mon premier chèque de paie était de 736. Je l'ai agité devant lui comme si je venais de gagner un marathon. Il ne l'a pas pris. Il m'a emmené à la banque. La règle de 2, a-t-il dit. Économise la moitié, dépense la moitié, pour pouvoir profiter d'aujourd'hui sans faire faillite demain. J'ai levé les yeux au ciel, mais des années plus tard, cette seule règle deviendrait l'épine dorsale de mon indépendance. Les vacances étaient autrefois quelque chose que je redoutais. De longues tables remplies de performances pour lesquelles je n'avais pas auditionné. Chez oncle Richard, Noël semblait plus calme, mais plein d'une manière différente. Il offrait des cadeaux attentionnés plutôt que chers. Un exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un stylo plume avec un vrai poids, une écharpe qui, selon lui, correspondait à mon expression sérieuse du club de débat. Pendant ce temps, mon téléphone s'illuminait de photos de groupes des Mountains. Mes parents, Jasmine et Lily, posant tous près de palmiers ou de tables de dîner qui ressemblaient à des pages de magazines. Aucun message ne disait jamais « J'aimerais que tu sois là ». La douleur était réelle, mais ce n'était pas le même genre de douleur qu'avant. Elle ne me vidait plus de l'intérieur. Elle me rappelait que j'apprenais enfin à quoi pouvait ressembler une famille quand ce n'était pas une performance. Un Noël, Richard m'a tendu une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un porte-clés, en argent, gravé de « Mountain et Carlton ». Un travail en cours. J'ai froncé les sourcils. Un travail en cours ? Il a souri. Parce que c'est ce que nous sommes tous les deux. Tu apprends à construire. J'apprends à ne pas le faire seul. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste serré dans mes bras. C'était maladroit, comme 2 personnes se souvenant comment faire quelque chose qu'elles avaient oublié depuis l'enfance. Mais il ne s'est pas retiré. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal « On n'a pas besoin de partager le même sang pour partager un foyer ». À 16 ans, oncle Richard a commencé à m'emmener à son bureau pendant les vacances d'été. J'étais nerveuse, entourée de costumes, de bureaux polis et de gens qui se déplaçaient comme s'ils savaient que le monde leur devait de l'attention. Il m'a poussé en avant pendant les présentations. « Détends-toi », a-t-il murmuré. Ils mettent leurs pantalons une jambe à la fois. Certains tombent même en le faisant. J'ai éclaté de rire et soudain, la tension s'est dissipée. C'est devenu notre blague récurrente chaque fois que je me sentais petite. Une jambe à la fois, gamine. Il m'a appris des choses qu'aucun cours n'avait jamais abordées. Comment écouter avant de parler.
Comment lire les véritables motivations des gens? Comment serrer la main avec conviction? Il m'a dit, la moitié du monde bluffe. L'autre moitié s'excuse de respirer. Apprends à ne faire ni l'un ni l'autre. C'est la première fois que j'ai commencé à croire que je pourrais être capable de construire une vie au-delà de la simple survie. Quand j'ai eu 17 ans, les différences entre ma famille et la famille d'où je venais sont devenues impossibles à ignorer. Jasmine a publié ses acceptations universitaires et a identifié tout le monde sauf moi. Lily s'est vantée de sa nouvelle voiture sur Instagram, en écrivant « Merci, maman et papa » sous une photo d'elle appuyée contre le capot. J'ai regardé la photo un soir, pendant qu'oncle Richard préparait du thé, et j'ai murmuré « Ils ne prennent même jamais de nouvelles. » Tu sais, pas un texto, pas un joyeux anniversaire. Il n'a pas levé les yeux de sa tasse. Et combien de temps comptes-tu les attendre? Cette question a retenti comme un coup de tonnerre dans une pièce silencieuse. Je n'ai pas répondu. Il n'en avait pas besoin. À partir de ce moment-là, j'ai cessé d'attendre que les Mountins se souviennent de moi. Au lieu de cela, j'ai commencé à me souvenir de moi-même. En terminale, oncle Richard m'a surprise avec une petite boîte avant le bal de fin d'année. À l'intérieur se trouvait un bracelet délicat, en argent, avec un minuscule aggravé. Il a dit, ne cherche pas la validation, Elma. Cherche la paix. La validation se loue. La paix, tu la possèdes. Je ne l'ai pas réalisé alors, mais c'était une préfiguration de tout ce qui allait arriver plus tard. Le chagrin d'amour, la trahison, la confrontation qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il m'avait enseigné. Mais pour l'instant, à ce moment-là, j'ai souri, j'ai attaché le bracelet, et je lui ai dit, on dirait un biscuit chinois. Il a gloussé. Alors assure-toi de l'ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, sous les guirlandes lumineuses et la musique bon marché d'un DJ, je me suis surprise à rire librement pour la première fois depuis des années. Pas de laisse invisible tirant sur ma valeur. Pas de post-it disant, de retour dans une semaine. Juste moi. Alma Mountain, un travail en cours. Apprenant enfin à être vu. L'université n'était pas censée m'arriver. Du moins, pas dans la version de ma vie que mes parents avaient tracée. Jasmine était la star des bourses d'études. Lily était la danseuse en or. Et moi, j'étais la gamine qui devrait probablement se renseigner sur les cours communautaires, le code familial pour « n'attends pas grand-chose ». Si ce n'était pas pour oncle Richard, j'y aurais cru. Il ne m'a pas simplement donné les frais de scolarité. Il m'a fait mériter chaque centimètre. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine pendant des heures, à éplucher des feuilles de calcul, des subventions et des formulaires d'aide financière, jusqu'à ce que je pense devenir aveugle à force de lire les petits caractères. Les bourses d'abord, les subventions ensuite. Mon aide comble les fissures, pas les fondations, a-t-il dit. Alors, j'ai chassé les bourses comme de l'oxygène. Il y en avait une pour les étudiants gauchers, alors j'ai appris à écrire de la main gauche en 2 semaines. Une autre pour les descendants d'apiculteurs. J'ai écrit un essai dramatique sur l'harmonie entre l'homme et la ruche, même si ma seule expérience avec les abeilles consistait à fuir l'une d'elles à l'âge de 8 ans. Morceau par morceau, j'ai construit un patchwork d'opportunités. Lorsque la lettre d'acceptation de l'université Western Summit est arrivée, oncle Richard l'a regardé comme si c'était un contrat qu'il avait négocié lui-même. Félicitations, a-t-il dit, les yeux brillants. Maintenant, va leur prouver qu'ils ont eu raison. Le jour de l'emménagement était un cirque de parents, de ballons et de crises de larmes. Sauf que les miens ne se sont pas montrés. Pas même un texto. Pas même un « bonne chance ». Oncle Richard a monté des cartons sur 3 étages dans la chaleur d'où, transpirant à travers sa chemise, mais refusant de me laisser porter les plus lourds. Il a plaisanté, ça compte comme ma séance de sport de l'année. Ne dites pas à mon entraîneur que j'ai réellement fait quelque chose. Quand nous avons fini de nous installer, j'ai regardé autour de la minuscule chambre de dortoir. Des draps dépareillés, une lampe de seconde main, une vague odeur d'eau de javel, et j'ai senti quelque chose de pointu se tordre dans ma poitrine. Il a dû le voir, car il a dit doucement, ne les cherche pas ici, Elma. Regarde devant. C'est là que tu vas. J'ai hoché la tête, trop submergé par l'émotion pour parler. Avant de partir, il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note écrite de sa main soignée en lettres capitales. Si jamais tu doutes d'avoir ta place, regarde ton propre reflet. Tu es arrivé ici sans eux.
J'ai gardé cette note scotchée à l'intérieur de mon agenda pendant les 4 années. Les premiers mois ont été difficiles. Je me sentais comme une imposture dans chaque pièce. La fille avec des chaussures de friperie et un sac de sport qui sentait vaguement la lessive au lieu du parfum de créateur. Mes oncles Richard appelaient tous les dimanches, quoi qu'il arrive. Parfois juste pour me taquiner. Alors, mademoiselle la mention très bien, tu survis toujours avec des ramen et de l'ambition? À peine, je plaisantais. Bien. La difficulté te rend intéressante. J'ai trouvé du réconfort dans le rythme de ces appels. Ils étaient mon encre. En deuxième année, j'ai rencontré Ethan Cole, le genre de gars qui faisait rire tout le monde sans effort, comme si l'air autour de lui était plus léger. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de bénévolat étudiant. Il aidait à construire un jardin communautaire, et je faisais semblant de savoir comment utiliser une pelle. Il m'a proposé de me montrer la bonne prise. J'ai levé les yeux au ciel, mais je l'ai laissé faire. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard. Lentement, prudemment, mais réellement. Ethan n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il ne m'a pas sauvé. Il me respectait. Cela comptait plus que je ne le réalisais. Un soir, alors que nous révisions pour les examens, il a demandé « Pourquoi vérifies-tu toujours tout, même les plus petites choses ?» J'ai hésité. Parce que pendant longtemps, j'étais l'erreur que les gens oubliaient de corriger. Il n'a rien dit de grandiose. Il a juste tendu la main, a pris la mienne, et a dit « Alors assurons-nous que personne ne t'oublie à nouveau. » C'est là que j'ai su qu'il me voyait. Pas comme l'enfant du milieu invisible, mais comme une personne qui s'était battue pour trouver sa propre lumière. La 3e année a ramené un fantôme familier, Sabrina, l'ex-petite amie d'Ethan. Le genre qui pouvait transformer des excuses en une performance. Elle est réapparue lors d'événements sur le campus, complimentant ma tenue tout en balayant la pièce du regard en quête de validation. Au début, je pensais être paranoïaque, mais un soir, elle a accidentellement mentionné qu'Ethan l'avait aidé avec un projet autour d'un café. Quand je lui en ai parlé plus tard, il a été honnête. Elle m'a contacté, a dit qu'elle avait besoin d'aide pour son plan d'affaires. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Ça n'aurait pas dû avoir d'importance, mais le souvenir d'être remplacé, négligé, effacé, tout est revenu en force. Cette nuit-là, la voix d'oncle Richard a résonné dans ma tête. La moitié du monde bluffe, l'autre moitié s'excuse de respirer. Apprends à ne faire ni l'un ni l'autre. Alors, je n'ai pas accusé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, la prochaine fois, laisse-la trouver la gentillesse de quelqu'un d'autre à emprunter. Ethan a hoché la tête. Pas de dispute. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il méritait ma confiance. En dernière année, la vie a commencé à s'aligner d'une manière qui semblait presque irréelle. J'ai obtenu mon diplôme en génie civil, le même domaine qu'oncle Richard avait un jour appelé, l'art de construire des choses qui durent. Il est venu à la remise des diplômes, au premier rang, applaudissant si fort que le doyen a fait une pause au milieu de son discours. Après, il m'a tendu un stylo. Pas un stylo de luxe, juste un solide stylo en argent. Utilise-le pour signer les contrats dont tu seras fier, a-t-il dit. J'ai souri. Pas mon autographe? Il a souri en coin. Un jour. Mais pour l'instant, construis d'abord, vends-toi plus tard. Cette nuit-là, pendant que mes camarades de classe faisaient la fête, je me suis assise dans ma chambre de dortoir, relisant les notes de mon vieux journal, celui qu'il m'avait donné quand j'avais 13 ans. Les pages étaient pleines. Leçon, petite victoire, gratitude griffonnée. Une phrase ressortait. Si c'est dans cette maison, ça appartient aux gens de cette maison. Cette maison n'était plus en briques et en bois. C'était la vie que je construisais, une vie à laquelle j'appartenais enfin. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une petite entreprise d'ingénierie. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Ethan a déménagé dans la même ville pour le travail, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que ma vie avançait selon mes propres termes. Oncle Richard et moi nous retrouvions tous les vendredis pour dîner. Il levait son verre de whisky et me taquinait. Regarde-toi, mademoiselle Mountain, en train de gravir les échelons de la carrière sans trébucher. Je riais. Donne-moi le temps. Je suis toujours maladroite. Ce que je n'ai pas remarqué, ce que j'ai refusé de remarquer, ce sont les petits changements en lui, la fatigue dans sa voix, la façon dont il se frottait l'épaule après avoir porté les courses,
ou comment il oubliait parfois le nom d'un restaurant où nous étions allés une douzaine de fois. À l'époque, je me disais qu'il vieillissait, tout simplement. Je ne savais pas que c'était le prélude silencieux à tout ce qui allait bientôt voler en éclats. Parce que les personnes les plus fortes de votre vie ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Elles s'estompent d'abord, doucement, presque poliment, jusqu'au jour où vous réalisez que vous soutenez le monde qu'elles portaient autrefois. Cela a commencé modestement, le genre de changement auquel on se dit de ne pas trop penser. Oncle Richard a annulé quelques-uns de nos dîners du vendredi, disant que le travail avait été meurtrier ces derniers temps. Il n'avait jamais utilisé cette excuse auparavant. Puis, un soir où je suis passé à l'improviste, je l'ai trouvé endormi dans son fauteuil à 20h. La télévision vacillait, chuchotant un info-publicité à un public d'une seule personne. Quand j'ai doucement touché son épaule, il s'est réveillé en sursaut, souriant trop vite. Longue journée, a-t-il dit, la voix mince. Je crois que j'ai cligné des yeux trop longtemps. Mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Au cours des semaines suivantes, les indices se sont multipliés. Des flacons de pilules sur le comptoir. La façon dont sa main tremblait légèrement en versant le café. Comment il oubliait qu'il avait déjà raconté une histoire 2 fois. J'ai remarqué. Il a remarqué que je remarquais. Et nous avons conclu un pacte tacite de déni. Il veillait toujours sur moi, toujours de cette manière calme et constante qui m'avait reconstruite à partir de rien. Tu te débrouilles bien au travail, a-t-il dit un soir après que je me sois plainte d'un client impossible. Rappelle-toi juste que les emplois te remplaceront en 1 semaine. Les gens ne le feront pas, si tu choisis les bons. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quel bilan trimestriel. Je n'ai pas réalisé alors qu'il me préparait à un avenir où il ne serait pas là. Les mois ont passé. Ma carrière a progressé. Ma confiance s'est solidifiée. Ethan et moi avons trouvé un rythme facile. Lui avec son entreprise de marketing, moi au bureau d'ingénierie. Pour la première fois, je me sentais stable. Mais chaque fois qu'oncle Richard balayait une toux d'un revers de main ou écartait mon inquiétude, cette stabilité se fissurait un peu. Puis c'est arrivé. Un mardi après-midi, un appel téléphonique, une voix tremblante. Mademoiselle Mountain, c'est Grace du bureau de Monsieur Carlton. Il s'est effondré pendant une réunion. Ils l'ont emmené à l'hôpital Saint-Luc. Je me souviens à peine du trajet, juste des feux rouges qui se fondaient les uns dans les autres et de mon cœur qui battait si fort que je le sentais dans mes paumes. Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital, il semblait incroyablement petit contre les draps blancs. Pourtant, quand il m'a vu, il a souri faiblement. N'aie pas l'air si sérieuse. Je leur ai dit que je voulais un séjour gratuit d'1 nuit. Service 5 étoiles, si tu ignores la nourriture. J'ai essayé de sourire, mais ma gorge me brûlait. Tu m'as fait peur. Il a haussé les épaules. Une première fois pour tout, puis plus doucement. Assieds-toi, gamine. Il a attendu que la pièce se calme, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le bourdonnement des moniteurs et le couloir étouffé à l'extérieur. Tu sais, a-t-il dit, la voix plus rauque que d'habitude. J'ai toujours pensé que ce serait ton père qui t'apprendrait toutes ces choses, comment te tenir droite, gérer l'argent, discuter sans crier. Mais je suis content que ce soit moi. Ne parle pas comme ça, ai-je murmuré. Comme quoi? Comme si c'était. Je n'ai pas pu finir. Il m'a de nouveau fait ce sourire en coin. Honnête. Il a tendu la main vers la mienne, quelque chose qu'il faisait rarement. Tu as dépassé toutes les attentes que quiconque ait jamais eues pour toi, Elma. Je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Quoi? Tu n'es pas la pièce de rechange. Tu ne l'as jamais été. J'ai cligné des yeux rapidement, refusant de laisser les larmes gagner. Il a dû le remarquer, car il a ajouté, si tu abîmes ces draps avec des larmes, je t'envoie la facture du pressing. J'ai ri, du genre qui se brise en plein vol. Et pendant 1 seconde, tout a semblé normal à nouveau. Il est resté quelques nuits, puis est rentré à la maison, plus lent, plus silencieux, mais essayant toujours de paraître invincible. Aucun de nous n'a reparlé de cette frayeur. Mais nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Le dernier Noël que nous avons passé ensemble, il m'a tendu une petite boîte emballée dans du papier doré. À l'intérieur se trouvait le journal en cuir, le même qu'il m'avait donné quand j'avais 13 ans, sauf que maintenant il n'était plus vide. Chaque page était remplie. Des notes, des conseils, des commentaires sarcastiques, des gribouillages,
même des reçus de nos dîners collés avec des légendes griffonnées comme « meilleur burger de 2014 ». Ne valait toujours pas les calories. La dernière page m'a glacé. Son écriture était tremblante mais claire. S'ils essaient à nouveau de t'effacer, souviens-toi de ceci. Tu as déjà écrit ton propre chapitre. J'ai levé les yeux, la gorge serrée. Tu as écrit là-dedans toutes ces années? Il a haussé les épaules. Je ne pouvais pas te laisser garder toutes les bonnes répliques pour toi. Je les serrai dans mes bras alors. Un vrai câlin, sans hésitation. Et même si Larry est marmonné, doucement, tu vas me casser une côte, je ne l'ai pas lâché tout de suite. Quelque chose au fond de moi savait que c'était la dernière fois que j'entendrais ce rire en personne. Quand l'appel est arrivé quelques mois plus tard, je n'ai pas répondu au début. C'était juste avant l'aube. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Mountain, a dit Grace, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Richard est décédé dans son sommeil tôt ce matin. Le monde est devenu silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la vie au maximum. Je suis resté assise là, sur le bord de mon lit, le téléphone toujours à la main, fixant le mur comme si je pouvais le forcer à avoir un sens. Il était censé aller bien. Il était censé faire des commentaires sarcastiques sur la vieillesse et le cholestérol. Il n'était pas censé partir. Les jours suivants se sont estompés. Les arrangements funéraires, la paperasse, les appels. Il m'avait nommé exécutrice testamentaire, bien sûr, parce que bien sûr qu'il l'avait fait. Il n'y avait personne d'autre qui savait quelle chanson il détestait, quelle cravate était sa sérieuse, ou qu'il préférait les roses blanches unies au lys. Le service était petit, digne, avec des collègues, de vieux amis, et une poignée de personnes qui tenaient vraiment à lui. Je me tenais à côté de son portrait, acceptant des poignées de main et des condoléances qui m'atteignaient à peine. Et puis, comme des fantômes d'une vie passée, ils sont arrivés. Mes parents, Jasmine, Lily, ils sont entrés dans la chapelle comme s'ils assistaient à un gala. Ma mère portait des lunettes de soleil de créateur noir, assez grandes pour cacher une douzaine de péchés. Mon père serrait la main de gens qu'il ne connaissait pas, murmurant à propos de « quelle perte pour la famille ». Il ne lui avait pas parlé depuis plus de 15 ans. Quand ils m'ont aperçu, leurs yeux se sont écarquillés. Choc, culpabilité, calcul, tout cela entremêlé. A halté ma mère en me saisissant la main. Nous ne savions pas que tu étais si proche de Richard. Je me suis retiré, calmement. Vous n'avez pas demandé. Mon père s'est raclé la gorge, adoptant le ton qu'il réservait aux sermons et aux discours de vente. Votre oncle était vraiment un homme remarquable. Généreux, brillant, toujours un membre de la famille. Ce mot, famille, m'a presque fait rire. Jasmine s'est jointe à la conversation, la voix douce mais tranchante. Alors, une idée de quand aura lieu la lecture du testament. Je veux dire, oncle Richard était à l'aise. Lily a soupiré de façon dramatique, ajustant ses boucles d'oreilles en perles. J'espère juste qu'il voulait que nous préservions l'héritage familial. La maison, les voitures, ce genre de choses. Pendant une seconde, j'ai cru que j'hallucinais. Le corps de mon oncle n'était même pas encore en terre, et il tournait comme des vautours. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste éloigné. Au cours de la semaine suivante, les messages ont commencé à affluer. Textos, messages vocaux, demandes sur les réseaux sociaux. La voix de ma mère, soudainement douce comme du sirop. Chérie, nous devrions vraiment renouer contact. La famille est tout ce que nous avons. Le message privé de Jasmine. Nous devrions bientôt parler de la succession. Le texto emoji de Lily. Comme si le deuil était un accessoire de mode. Pendant ce temps, l'avocat d'oncle Richard, Monsieur Alperne, a appelé. La lecture du testament aura lieu lundi matin. Cela pourrait être mouvementé, a-t-il prévenu. Votre oncle était très clair sur ses volontés. J'ai souri faiblement, le bout de mes doigts effleurant le bord du journal. S'ils essaient à nouveau de t'effacer. Ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on confond l'absence avec la faiblesse. Et j'étais sur le point de tenir ma promesse, envers moi-même et envers l'homme qui m'avait appris à me tenir droite. Le bureau de l'avocat sentait le cuir, le vieil argent, et un peu le karma. Des rideaux épais, des chaises lourdes qui vous forçaient à vous asseoir droit, le genre de silence qui faisait que chaque respiration ressemblait à une confession.
Monsieur Alperne, l'avocat de la succession, était assis au bout d'une longue table en acajou. À sa droite, ma famille. Mes parents, Jasmine et Lily, vêtus d'un deuil coûteux. Ma mère serrait des mouchoirs comme des accessoires. Mon père croisait les mains avec une solennité performative. L'écran du téléphone de Jasmine n'arrêtait pas de s'allumer sous la table, et Lily n'arrêtait pas de chuchoter, « Tu penses qu'il a mentionné la maison ?» J'étais assise en face d'eux, le journal sur mes genoux, le pouls régulier. J'avais choisi une simple robe noire, sans fioriture, sans armure. Je n'en avais pas besoin. Monsieur Alperne s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour lire le dernier testament de Richard Carlton. Il a ajusté ses lunettes, le ton mesuré. Il a commencé par les formalités. Dette réglée, petit don à des œuvres de charité, cadeau aux employés de longue date. Ma famille s'est agitée sur leur chaise, feignant la patience, mais puant l'anticipation. Enfin, Monsieur Alperne s'est tourné vers une page. Maintenant, concernant la distribution de la succession de Monsieur Carlton. Jasmine s'est penchée en avant, ses boucles d'oreilles captant la lumière. Lily a joint ses mains comme si elle était sur le point de recevoir une bénédiction. Mon père m'a jeté un regard de côté, moitié pitié, moitié triomphe, comme pour dire « Ne te fais pas d'illusions, Elma ». Monsieur Alperne a lu lentement, clairement, comme s'il savourait chaque mot. À mes parents éloignés, qui ne se sont souvenus de mon existence que dans l'ombre de mon compte en banque, je ne lègue rien. Le silence a éclaté comme un coup de tonnerre. Ma mère a halté. La mâchoire de Jasmine est littéralement tombée. Lily a cligné des yeux, chuchotant, « Il plaisante, n'est-ce pas ?» Monsieur Alperne n'a même pas sourcillé. Il a tourné une autre page. À ma nièce, Elma Mountain, qui a été laissée derrière à 13 ans, mais qui n'a jamais quitté mon côté depuis, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris tous les actifs, propriétés, comptes et participations. Pendant un battement de cœur, personne n'a respiré. Puis, d'un seul coup, 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi. C'est Jasmine qui a parlé la première, la voix aiguë et craquante. C'est impossible. Il la connaissait à peine. J'ai gardé ma voix calme, égale. Il m'a connu pendant 15 ans. Vous avez juste arrêté de remarquer. Le visage de mon père est devenu rouge. Tu l'as manipulé. Tu l'as empoisonné contre sa propre famille. J'ai posé ma main sur le journal, mes doigts traçant la douce couverture en cuir. Non, vous avez fait ça vous-même. Le jour où vous m'avez laissé avec un mot sur le frigo. Lily a essayé un ton plus doux, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Allez, Elma. Tu ne peux pas sérieusement prévoir de tout garder. Nous sommes une famille. Ce mot, encore une fois. J'ai souri. Pas cruel, pas triomphant, juste fatigué. C'est drôle. 15 ans de silence, ça ne ressemblait pas beaucoup à une famille. Mais bien sûr, maintenant qu'il y a de l'argent sur la table, nous sommes soudainement apparentés à nouveau. Monsieur Alperne a refermé le dossier avec un claquement délibéré. Le testament est inattaquable. Monsieur Carlton était méticuleux. Toute contestation sera rejetée. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le regard sur leur visage, l'incrédulité se transformant en colère, était le même regard qu'ils avaient eu quand ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Je me suis levé, lissant le devant de ma robe. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à organiser. Monsieur Alperne, merci pour votre temps. Jasmine a sifflé. Ce n'est pas fini. Je me suis tourné vers elle, la regardant droit dans les yeux. C'était fini quand tu as arrêté de m'appeler ta sœur. Puis je suis sorti. Dehors, l'air semblait plus vif, plus pur, comme si le monde avait retenu son souffle pour moi, et avait enfin expiré. Le soleil se reflétait sur la façade en verre du bâtiment, aveuglant pendant une seconde. Et dans cet éclair, je me suis vu. Pas la gamine effrayée avec un sac à dos attendant un trajet qui n'est jamais venu, mais une femme debout sur ses 2 pieds, exactement là où elle avait choisi d'être. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler mes messages, et j'ai ouvert celui de la seule personne à qui j'aurais encore aimé pouvoir envoyer un texto. J'ai tapé, j'aurais aimé que tu sois là pour voir leur tête, vieil homme. Puis, après une pause, j'ai ajouté, tu avais raison. J'ai écrit mon propre chapitre. J'ai envoyé, vers nulle part, vers partout. Plus tard cette semaine-là,
je me tenais sur le balcon de la maison de Richard, ma maison maintenant. Les lumières de la ville en contrebas ressemblaient au pouls de tout ce qu'il avait construit, de tout ce qu'il m'avait transmis. Je tenais le journal dans mes mains et je suis retourné à la dernière page. L'encre était pâle maintenant, mais les mots brûlaient encore. S'ils essaient à nouveau de t'effacer, souviens-toi de ceci. Tu as déjà écrit ton propre chapitre. J'ai souri. Je l'ai fait, ai-je murmuré, et je continuerai d'écrire. À ce moment-là, je ne pensais pas à l'héritage ou à la propriété. Je pensais à la fille que j'étais. Assise sur un porche avec un post-it sur un frigo et un cœur plein de questions. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais, un jour, tu auras un foyer où tu ne seras pas une invitée, une vie qui ne s'excuse pas d'exister, et un nom que personne n'oublie. Ethan m'a rejointe à la porte du balcon, passant un bras autour de mes épaules. Ça va? J'ai hoché la tête, m'appuyant contre lui. Ouais, juste la boucle est bouclée. Il a jeté un coup d'œil à la ville. Il serait fier, tu sais. J'ai levé les yeux vers le ciel, large et bleu argenté. Je pense qu'il l'est déjà. En dessous de nous, les lumières de la ville clignotaient comme des pages qui tournent. Et pour la première fois de ma vie, l'histoire était entièrement, indubitablement, la mienne.